Il y a en France un vieux fond de xénophobie. Que ce soit les Juifs ou les Arabes, on peut dire comme Molière, dans la Var, parlant d'Harpagon, ce Juif, cet Arabe. C'est le double mépris, le double critique que l'on fait d'Harpagon. Ce Juif, cet Arabe. C'était la même chose un peu. C'est l'étranger. C'est le lointain. Et ce sont des frères ennemis. Les actes antisémites, généralement, ce sont des violences physiques ou verbales très graves. Il y en a tout au long des années 90, une dizaine par an. Et puis vous avez, à partir de 2001, une montée incroyable du nombre de ces agressions. Et au final, vous en avez en 2003, 2002, plus exactement, 2002-2003, vous en avez 190 ou 200. Donc pratiquement multiplication par 20. Dans ce contexte-là, il est assez normal que les responsables politiques surréagissent, alors qu'ils aient été trompés par cette affaire du RER. Bon, à la limite, ça peut arriver à tout le monde, c'est pas un péché, c'est pas une faute. Mais je trouve qu'il est normal qu'on réagisse très fortement, parfois peut-être surréagir, mais c'est sur une base qui n'est pas du tout fictive. La réalité, elle est là. Je suis convaincu pour ma part, et je ne suis pas le seul, que les actes anti-arabes, anti-black, aujourd'hui et hier en France, sont infiniment plus nombreux que les actes antisémites. Mais ce sont ces derniers qu'on monte en épingle, avec quelques beaux ratages comme l'agression de Marielle dans le RER de l'été 2003, comme le rabbin auto-poignardé, comme le pauvre fou, juif de surcroît, qui avait mis le feu au centre social de la rue Poquincourt. Et là-dessus, on voit le président de la République manifester son effroi, son indignation. Le ministère de l'Intérieur appelé à la plus grande sévérité. Tout cela est une intoxication dont les médias sont à la fois victimes et agents. Vu de New York ou de Jérusalem ou de Tel Aviv, on a eu ce discours la France est un pays antisémite. C'est évidemment faux. La France n'est pas un pays antisémite, mais la France est un pays dans lequel il y a à la fois la communauté maghrébine ou d'origine maghrébine la plus importante d'Europe et en même temps la communauté juive la plus importante d'Europe. Et il est évident que la réfraction du conflit israélo-arabe dans ce contexte-là a des effets qui peuvent être parfois très négatifs. Beaucoup de groupes humains aujourd'hui jalousent les Juifs pour les 6 millions de morts qu'ils ont perdus. Combien de fois ai-je entendu, ou vous avez entendu dire oui, les Juifs ont inventé la Shoah pour obtenir Israël, comme si on pouvait récompenser la mort d'un tiers d'un peuple. Je viens de lire que un groupe de lycéens qui étaient allés à Auschwitz, un certain nombre ont dit c'était bien fait, etc. Voilà. Donc il y a un problème de conscience politique, d'enseignement de la jeunesse. Et donc ça montre bien, en quoi c'est un révélateur, que notre société est très mal préparée et peut-être de moins en moins bien avec l'éloignement de l'horreur. C'est ce qu'on appelle la levée des tabous. Il y avait un tabou tout de suite après 1945. Je ne sais plus qui même
je me demande si c'est pas Bernanos qui aurait dit en 1945 Hitler a gâché l'antisémitisme. J'avais d'ailleurs lu que le directeur du camp d'Auschwitz, dans ses mémoires, parce qu'il a eu le temps d'écrire ses mémoires quand il était en prison, le directeur du camp d'Auschwitz disait « Nous avons eu vraiment tort de vouloir persécuter les Juifs. Parce que d'abord, le monde entier nous en a voulu, et deuxièmement, c'est encore les Juifs qui en ont profité. » D'où vient la haine des Juifs? De la subversion qu'ils représentent. Il faut comprendre que dans le monde polythéiste d'il y a 4000 ans, le monde avec des idoles, le monde fracturé, le monde où des hommes, certains se considéraient plus proches des dieux que les autres, arrive là une idée géniale, monothéisme, Dieu un, invisible, devant lequel nous sommes tous égaux. Tous égaux. Et à partir de là, partout où il y a des systèmes totalitaires, partout où il y a une volonté autoritaire, le juif devient subversif. Et alors, en tant que subversif, en tant qu'un rappel constant du mal de l'humanité, on reproche encore aujourd'hui, les juifs, ils parlent toujours de la Shoah. Oui, c'est très bien qu'ils parlent de la Shoah. Très bien qu'ils rappellent au monde qu'il est ce qu'il est. Qu'après la Shoah, il y avait le Rwanda, il y avait le Cambodge, et aujourd'hui on massacre encore à Darfour. Être juif, c'est être d'une certaine manière d'accepter cette idée, fausse ou vraie, peu importe, qu'on est les gardiens de cette valeur inestimable qui est la loi. Tu respecteras l'autre, tu aimeras l'autre, tu ne tueras point, tu ne voleras pas. Voilà, qui est la base de toutes les constitutions démocratiques du monde. Une chose avec laquelle je serais assez d'accord, c'est qu'il faut bien reconnaître que dans tous les mouvements de la première moitié du XXe siècle qui ont visé à l'émancipation, les Juifs étaient nombreux, y compris aux États-Unis pour l'émancipation, la leur et celle des Noirs. Ils ont joué un rôle très important dans les mouvements civiques. Et puis avec la création d'Israël et tout ce qui a suivi, le soutien inconditionnel à l'État d'Israël a fait complètement changer cette polarité de gens qui, pas du tout par essence ou pas du tout par quelconque soumission à la loi, je ne crois pas du tout à ces affaires-là, il se trouve que, pour des raisons sociologiques, psychologiques, les Juifs qui faisaient partie des mouvements d'émancipation les ont quittés vers le tournant du siècle, de la moitié du siècle. Voilà ce que j'en pense. Il faut arrêter d'essentialiser le Juif. Ils sont comme tout le monde. Oui, en un sens, il y a deux poids, deux mesures, mais c'est parfaitement légitime. Vous ne pouvez pas avoir la même sensibilité, je ne sais pas moi, face à même un phénomène comme la colonisation française en Algérie et puis le génocide pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas du même ordre, c'est pas sur le même plan. Vous n'y pouvez rien, c'est comme ça. Dès l'Antiquité, l'humanité écrit son histoire et écrit l'histoire de ses colonisations. En même temps que le nazisme se constitue, dans ce qu'il constitue, il fait entrer l'effacement de la mémoire. C'est la première fois que l'humanité élabore un système qui contient l'effacement en temps réel de sa propre mémoire. Je pense que cette espèce de religion civile qui est issue d'Auschwitz a des effets pervers. Et en particulier sur cette
frange de la jeunesse française dont je parlais pour commencer, qui ressent si fort la frustration et l'humiliation, les cérémonies hyper médiatisées du 60e anniversaire, comment voulez-vous qu'ils ne les ressentent pas comme leur propre mise à l'écart? Eux, ils n'ont pas d'histoire alors. Eux, ils n'existent pas. Nous voulons que la mémoire, les mémoires que nous portons, les mémoires de l'esclavage, les mémoires du colonialisme, les mémoires de la traite négrière, que ces mémoires soient insérées dans la mémoire de la République aujourd'hui. Nous voulons cela. Pendant 3 siècles, la France a expérimenté, a pratiqué les techniques de harassement, de viol, de déportation, de massacre dont ont hérité les hitlériens, les SS hitlériens et autres dictateurs modernes. C'est ce que Pascal Bruckner avait très bien décrit dans la tentation de l'innocence, c'est le combat pour être reconnu la victime principale. Évidemment, ce combat existe, vous avez tout à fait raison. Évidemment, il y a eu d'autres exactions, d'autres génocides que celui des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tout cela est évidemment exact et je comprends parfaitement, en me mettant à la place d'un petit Africain ou enfant d'Africain ou d'un petit beurre qui, lui, vit aujourd'hui, au jour le jour et dans le quotidien, pas dans l'histoire, la discrimination ou le racisme, qu'à 14 ans, 15 ans, ils se disent « mais attendez, l'histoire, on s'en fout, ce qui compte c'est ce qu'on vit aujourd'hui, et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est nous qui sommes victimes du racisme, à la limite plus que les Juifs ». Et en un sens, ils ont raison évidemment aussi, mais vous ne pouvez pas, alors c'est la raison pour laquelle, soyons clairs, on combat de la même façon des actes de racisme et des actes d'antisémitisme, mais là encore, il faut que chacun comprenne qu'il y a quand même eu une histoire particulière au XXe siècle avec le génocide des Juifs. Parallèlement à ce 60e anniversaire, l'Assemblée nationale votait en février 2005 une loi impliquant que le passé colonial de la France reçoive dans l'enseignement la place qu'il mérite. C'est très grave également cette loi du 23 février qui aujourd'hui demande aux enseignants d'enseigner le rôle positif de la France en Algérie. C'est très grave. Le rapport Benisti qui aujourd'hui demande que les parents n'apprennent plus leur langue d'origine à leurs enfants parce que cela serait criminogène, cela serait vecteur de délinquance. C'est un rapport qui a été fait par le maire de Villiers-sur-Marne, Benisti. C'est extrêmement grave tout cela. Comment peut-on rester silencieux devant tout cela ? L'islamisation du conflit israélo-palestinien est relativement récente et elle envenime quelque chose qui est ancien, mais qui a d'abord été transmis aux Arabes par les chrétiens et par les chrétiens arabes. Ce refus que en Terre Sainte catholique des Juifs puissent s'installer. Et le paradoxe de cet antisionisme, c'est que l'antisionisme existe avant le sionisme. Le mouvement sioniste, dans ses débuts, est un mouvement de gauche qui revendique des droits. Et parmi ces droits, un qui me semble difficilement contestable, le droit de vivre. Et le crétin qui dit que le sionisme est un mouvement raciste, c'est quelqu'un qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, dans un pays où pourtant l'école est laïque, obligatoire et gratuite. L'amalgame antisionisme-antisémitisme est une autre des variantes de la domination pour couper court à toute critique de la politique israélienne. Je suis absolument opposé à toute discussion sur le droit des Juifs de vivre normalement dans, appelons ça Palestine-Israël, entre le Jourdain et la Méditerranée. Les Juifs ont le droit d'y être,
pour la raison qu'ils y sont. Point final. Cela dit, de cela, on ne peut pas inférer à la légitimité d'une occupation militaire qui dure depuis maintenant 37 ans. C'est-à-dire que c'est la plus longue occupation militaire de tout le XXe siècle. Moi, j'ai jamais pensé une seconde que l'État d'Israël était un monde parfait. Ça serait en penser beaucoup de mal que de penser une chose pareille. C'est un excès d'honneur et une indignité que de penser ça. À la fois, c'est les deux à la fois. C'est un État qui s'est comporté comme a pu, dans certaines circonstances, se comporter évidemment d'autres États, qui sont des entités qui ont des intérêts qu'on appelle la raison d'État, qui ne relèvent absolument pas de la morale, qui sont jugeables, qui sont condamnables parfois, etc. Je pense à une phrase de Peggy qui dit « Il y a quelque chose de pire qu'une âme perverse, c'est une âme habituée ». Et je dirais, l'homme de gauche, alors, l'homme de droite, lui, il est anti-arabe, c'est un xénophobe et un raciste. Le problème n'est pas celui de l'homme de droite. Le problème est celui de ce qu'on appelle l'homme de gauche, qui accepte d'une manière molle la palestinolatrie et son utilisation des protocoles des sages de Sion, c'est-à-dire que le politiquement correct, à ce moment-là, passe par l'antisionisme. Et donc je dis, la pensée européenne est complice d'une hystérie théologico-politique. Et ça, c'est insupportable. Oui, il y a les altermondialistes sont des national-socialistes d'aujourd'hui. C'est une nouvelle forme de rouge et brun. Rouge par les discours même pas des solidarités, des compassions, qui est pire. Solidarité, ça aurait été bien avec ceux qui souffrent, plus la volonté de destruction, de haine par rapport à ceux qu'on s'imagine font du mal à l'humanité. C'était d'ailleurs le grand discours des fascistes et racistes français depuis Gobineau. Les Juifs sont identifiés au Rothschild, Rockefeller. Alors, j'ai toujours dit, mais pourquoi Rockefeller? Parce que ces pauvres ignorants qui se réunissent dans les grandes messes altermondialistes, pas altermondialistes, j'ai échappé au mot puisque j'ai un H, ils ignorent que Rockefeller était un bon protestant et que sur des milliers de banquiers, il y a peut-être 2 ou 3 juifs. Ça veut dire que les grandes banques étaient protestantes. Et les Lombards ont commencé, bien avant les Juifs, à prêter l'argent avec des intérêts usuriers, et je ne parle pas de mont-de-piété. Effectivement, il y a toujours cette idée que dès le moment où les gens sont intelligents et travailleurs, ils vont prendre les meilleures places. Et effectivement, au lycée, c'était avant la Shoah, c'était avant les grandes catastrophes, quand j'étais élève, mes camarades juifs, ils étaient presque toujours les premiers. Donc, on ne pouvait pas ne pas remarquer, et ça recommence maintenant un peu, que parmi les directeurs de journaux, les dirigeants de grandes affaires, il y a un nombre appréciable de gens d'origine juive. Alors, toutes les vieilles rancunes contre ceux qui ont réussi, contre ceux qui s'imposent. Parmi mes camarades à l'école normale, il y avait un homme comme Sartre, qui était évidemment extrêmement brillant, mais quelqu'un comme Aron était encore plus brillant, parce qu'il avait une espèce d'universalité, de domination de tous les événements, de toutes les choses qu'il connaissait, il dominait, il savait tout. Sartre n'a jamais eu la prétention de savoir tout.
Il a même quelquefois un petit peu trop parlé de choses qu'il ne connaissait pas très bien. Donc, cette vieille accusation, ces vieux préjugés ont été repris par ceux qui s'imaginent qu'ils défendent les sels de la terre, les petits arbres, les petites fleurs. Et qu'est-ce qu'ils font pour Darfour? Soudan, 2 millions de morts chrétiens, 2 millions. Maintenant, des Noirs, 2 millions déplacés, 300 000 morts. Où sont-ils les altermondialistes? Non, sont des gens ignobles. C'est pas les altermondialistes, c'est que dans le mouvement altermondialiste, il y a des gens qui parlent haut et fort comme ça. Mais moi, je refuse de dire que le mouvement altermondialiste pense ça. Ou alors, vraiment, c'est... je ne le crois pas une seconde. Je connais des gens qui sont militants dans les mouvements altermondialistes et qui refusent absolument cette assimilation. Parce qu'ils en savent les implications qui sont épouvantables. Les implications de ça ont déjà fait s'effondrer l'Europe une fois et ont eu comme conséquence plusieurs millions de morts. Donc ceux qui ont un peu de culture et un peu de connaissance et un peu de bon sens et d'honnêteté intellectuelle ne s'expriment pas comme ça, tout simplement. Et dans les milieux altermondialistes, cette honnêteté, ce bon sens, etc., sont plus partagés qu'on ne pense. Pour Sartre, on ne naît pas juif et on ne se fait pas juif, mais ce sont les autres qui vous font juif. C'est une situation assez particulière. Le juif naît du regard de l'autre, c'est-à-dire du non-juif. Et le juif qui accepte d'être regardé par l'autre comme juif devient juif. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la définition que donne Sartre en disant le juif c'est le regard de l'autre. Je pense qu'il y a de ça, mais c'est pas suffisant. C'est l'appartenance à un réseau fait de cuisine, de culture, de blagues, de grand-mère, de lecture. Je dirais presque que c'est une notion poétique. Mais ça existe. Ça existe. Moi, je ne suis pas du tout religieux. Pas le moins du monde. Et pourtant, je discute pas, je me sens juif. Sartre a introduit une idée qui est belle, c'est celle des libres arbitres, de la liberté. Nous ne sommes pas responsables pour ce que nous sommes à la naissance, mais nous sommes responsables pour ce qu'on devient. Cette idée de la liberté de choix est une belle idée. Or, dans ce petit livre sur la question juive, il enlève cette liberté-là, cette possibilité-là aux juifs, puisque le juif est juif dans le regard de l'autre. Or, je ne contrôle pas le regard de l'autre. Ça veut dire que les seuls individus dans ce monde qui ne dépend pas de sa propre volonté, mais de la volonté de l'autre, est juif. Voilà, bien sûr, c'est révoltant d'apprendre cela. Et ma liberté à moi. Et si je ne veux pas être juif? Si je veux devenir catholique, bouddhiste, comme on a dit tout à l'heure? Et si je vais affirmer mon judaïsme de telle ou une autre manière? Et alors, il m'a expliqué, il était un peu surpris par ma véhémence. Il m'a dit, bah oui, il y a des juifs authentiques et les juifs inauthentiques. Inauthentiques, c'est les juifs qui naissent dans le regard de l'antisémite. Juif authentique, c'est celui qui s'affirme comme tel avant même que le regard de l'antisémite ne se pose sur lui. Et il essaie d'imposer la forme de et les raisons de son judaïsme. C'est pas commode. Il y en a quelques-uns qui l'ont... j'ai connu des juifs qui disaient « Mais non, ça n'a pas de sens, je ne sais pas, je ne suis pas juif. » Puis en fait, personne n'était bien décidé à ne pas se dire juif jusqu'au moment où il y a eu précisément
l'hitlérisme, et puis avant l'hitlérisme, il y avait eu déjà des doctrines antisémites dans lesquelles on les avait définies. C'est pour ça qu'il n'est pas tout à fait faux de dire que est juif celui que l'autre dit juif. L'expression des Allemands, c'était solution finale. C'est très clair. Il s'agissait de mener à son terme le programme des protocoles des sages de Sion, et donc de mener à son terme le programme théologico-politique chrétien. Alors, je dis dans ce cas-là que l'ennemi majeur de la vie, c'est le théologico-politique. On en a un bel exemple avec l'islam. Au cours de l'histoire, il y en a eu d'autres. L'Espagne chrétienne ne s'est pas gênée pour massacrer les Aztèques parce que, comme ils n'étaient pas baptisés, ce n'étaient pas des êtres humains. Et donc, je dis, les religions sont des tueuses et la catastrophe de l'humanité, c'est les religions. C'est la première fois, au moment des rois dits très chrétiens, les rois d'Espagne qui ont fait la persécution contre les Juifs, sont en même temps ceux qui ont permis la découverte de l'Amérique. Enfin, il y a eu des côtés positifs, mais ceux qui ont persécuté les Juifs et rejeté les musulmans, ils ont imaginez cette notion totalement absurde de la limpidité du sang. La limpidité, la pureté du sang. Si vous vous intéressez au racisme et la haine des Juifs, alors il faut savoir que vous êtes monté sur une barricade sur laquelle vous allez rester jusqu'à la fin de vos jours.